Donc nous accueillons ce matin le professeur Yannis Papadopoulos, qui est professeur à l'Institut d'études politiques et internationales de l'Université de Lausanne. Le professeur Papadopoulos est connu de bien des universitaires français, puisqu'il a souvent été professeur invité dans des universités à Paris, en province, à l'École normale supérieure aussi. Le professeur Papadopoulos a deux grands centres d'intérêt intellectuel, peut-on dire en résumant beaucoup son travail. Il a d'abord tout un pôle de recherche autour des questions de la gouvernance et des conditions d'une gouvernance démocratique, et en même temps des conditions dans lesquelles ces nouvelles formes de gouvernance transforment les modalités d'exercice de la responsabilité, puisque une société dans laquelle la gouvernance est liée à la démultiplication des institutions qui interviennent, ce qu'on appelle une gouvernance à multiniveau, et bien transforme évidemment les conditions de la responsabilité par rapport à des modèles dans lesquels il y a une polarisation beaucoup plus grande de la décision. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le professeur Papadopoulos a surtout, pour cette séance, publié tout un ensemble de travaux sur le populisme, et notamment un essai très remarquable dans un ouvrage qui n'a pas été traduit en français, hélas, de Mény et de Surel sur le populisme, et en même temps que des travaux spécifiques sur les mécanismes du vote référendaire en Suisse. Et c'est bien sûr à ce titre que je l'ai invité aujourd'hui. Et cette réflexion sur les fonctionnalités et les dysfonctionnalités de la démocratie directe, Yannis Papadopoulos les a également examinées dans ce qui était un de ses premiers ouvrages, qui a pour titre « Démocratie directe », un ouvrage qui est publié aux éditions Economica et qui avait été couronné en France par l'Académie des sciences morales et politiques. Voilà, merci encore d'être là parmi nous. Je vous laisse intervenir, et comme il y a des slides que vous allez projeter, pour une fois, je vais me ranger avec le public le temps de votre intervention, et après, je remonterai sur l'estrade pour lancer la discussion avec vous. Merci encore. Très bien. C'est moi qui aimerais bien entendu remercier chaleureusement Pierre Rosanvallon pour son aimable invitation. Alors, mesdames et messieurs, c'est évidemment un grand honneur pour moi d'avoir l'occasion de parler au Collège de France du rôle du référendum dans le système politique suisse. Comme vous voyez, j'ai intitulé mon intervention « Les effets du référendum sur les processus de décision, analyse à partir du cas suisse ». Rassurez-vous, il y a beaucoup de formules sur ce tableau, mais c'est le PowerPoint, le modèle standard de notre université. C'est fait pour les vrais scientifiques. Il n'y aura pas de développement mathématique aujourd'hui. Alors, permettez-moi d'abord de présenter le plan de mon intervention. D'abord, en introduction, je vais essayer de situer la dimension référendaire dans le système politique suisse, qui est par ailleurs un système de démocratie représentative. Par la suite, je présenterai les principaux, pas tous, mais les principaux instruments référendaires qui sont utilisés sur le plan fédéral en Suisse. Dans la partie qui suivra, je vais présenter les effets de ces instruments. Nous verrons qu'il y a des effets directs, mais il y a surtout beaucoup, et peut-être probablement les plus importants, c'est les effets indirects sur les processus de décision. Je vous parlerai aussi un petit peu de ce que l'on sait sur les effets des instruments référendaires sur le contenu des décisions, des politiques publiques, et je conclurai par ce que j'espère être un point de vue réaliste sur le rôle de ces instruments. Alors, il y a moins d'un mois, le 9 février, vous savez probablement qu'une courte majorité de Suisses, 50,3% des votants, a voté en faveur d'une initiative populaire qui remet en question la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne
y compris donc des ressortissants français, sur le territoire suisse. Ceci est en train de causer pas mal de problèmes, y compris des problèmes non prévus, dans les relations de la Suisse avec ses partenaires européens. Selon un sondage IFOP fait en France, qui a été publié quelques jours plus tard, le 15 février, eh bien, il semblerait que près de 6 Français sur 10, 59%, souhaiteraient aussi une restriction des conditions de circulation des citoyens européens dans le pays, comme l'a donc récemment décidé la Suisse. La différence de taille, évidemment, c'est que les Français ne peuvent pas voter sur ce sujet. En effet, et c'est là où je voulais en venir, la Suisse connaît un développement et un usage des institutions référendaires dont on peut dire qu'il est unique dans le monde des États souverains. Environ un quart des référendums sur le plan national dans le monde ont eu lieu en Suisse. Alors, ce développement des instruments référendaires a une dimension identitaire forte pour les Suisses et je m'appuie là-dessus sur une enquête réalisée il y a quelques années par Thomas Christin et Alexandre Trexel. En fait, la Suisse est un pays, vous le savez, culturellement hétérogène, avec notamment plusieurs langues, les enquêtes sociologiques ont montré que les Suisses s'identifient avant tout aux institutions de leur système politique. Donc il y a une sorte de patriotisme constitutionnel à la Suisse, pour reprendre le concept de Jürgen Habermas, et parmi les institutions auxquelles les Suisses s'identifient, eh bien, ils s'identifient avant tout aux institutions de démocratie semi-directe. Pourquoi ? C'est assez simple à comprendre. Il y a un fort attachement à ces institutions en raison de leur dimension participative. Alors, le développement des institutions référendaires sur le plan fédéral a donné lieu à une architecture institutionnelle complexe, et à vrai dire encore plus complexe dans certains cantons, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, nous verrons tout de suite que, à part les situations où le recours au référendum est obligatoire, il y en a, la Constitution fédérale suisse prévoit également deux mécanismes distincts, mais qui relèvent de la catégorie qualifiée en France de référendum d'initiative populaire, donc dont l'initiative revient aux citoyens, aux électeurs, et ne revient pas au président, au gouvernement, ni à la majorité ou même une minorité parlementaire. Ces deux institutions mais elles sont distinctes, sont le référendum facultatif et l'initiative populaire. Ce que j'aimerais souligner, c'est que dans ces cas, il n'y a évidemment pas s'agissant de référendum dit d'initiative populaire, il n'y a pas de contrôle du lancement du référendum par les autorités, par les gouvernants, mais en plus, les autorités sont obligées, contraintes, de soumettre au vote les demandes qui sont faites par les promoteurs de ces référendums, à condition bien entendu que ceux-ci collectent le nombre de signatures requis. Et en outre, une fois qu'il y a vote, l'issue du vote populaire est contraignante. C'est très différent, par exemple, de ce que l'on connaît récemment, depuis le traité de Lisbonne, au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, il y a une récente initiative citoyenne européenne, mais qui n'est qu'une invitation faite à la Commission européenne de présenter une proposition législative dans un domaine dans lequel l'Union européenne est habilitée à légiférer. Donc la Commission a beaucoup plus de marge de manœuvre de discrétion par rapport à cette invitation. Donc j'aimerais conclure cette introduction en insistant sur le fait que, bien entendu, en Suisse, les mécanismes référendaires sont couplés avec les mécanismes de la démocratie représentative, les élections, le travail parlementaire, mais les institutions référendaires en Suisse représentent une limite importante au pouvoir politique qui est exercé à travers les institutions représentatives. Donc je dirais que la Suisse connaît un dosage, le système politique suisse connaît un dosage en instruments référendaires qui est particulièrement élevé. Alors quels sont maintenant les principaux instruments référendaires sur le plan fédéral en Suisse ?
Je vous présente les principaux, notamment ceux qui sont utilisés le plus fréquemment. Il en existe quelques autres qui sont rarement utilisés, donc sur lesquels je ne m'attarderai pas, faute de temps. De même, je dois dire qu'il existe aussi d'autres instruments sur le plan cantonal et communal. C'est pour ça que je disais il y a quelques minutes que l'architecture institutionnelle dans les cantons est encore plus complexe parfois. Notamment, il existe dans plusieurs cantons l'institution du référendum financier, ça n'existe pas sur le plan fédéral, qui permet de contester des crédits publics. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un écart dans le développement des institutions référendaires entre cantons, notamment, grosso modo, ces institutions sont plus développées dans les cantons de Suisse alémanique plutôt qu'en Suisse occidentale, en Suisse romande. Sur le plan fédéral, maintenant. Alors, sur le plan fédéral, il y a d'abord, le référendum est obligatoire lors de toute modification de la Constitution fédérale. C'est une disposition qui date de la création de cette Constitution en 1848. Il est aussi obligatoire, le référendum est aussi obligatoire pour l'adhésion à une organisation supranationale, comme l'Union européenne. Alors, certains pays, comme l'Irlande, ont des dispositions analogues, aussi pour l'adhésion à une organisation de sécurité collective, comme l'ONU. Ces dispositions sont plus récentes, et ce que l'on a observé tout au long du XXe siècle, c'est une extension des dispositifs référendaires à la politique internationale. Souvent d'ailleurs en réaction à des initiatives populaires qui provenaient de milieux nationalistes et qui réclamaient davantage de contrôle sur la politique étrangère de la Suisse. Alors pour les référendums obligatoires, il faut ce que l'on appelle des majorités concurrentes, c'est-à-dire une double majorité du peuple et des cantons. Comme, entre parenthèses, c'est le cas parfois dans les États fédéraux, notamment en Australie. Donc double majorité du peuple et des cantons. En pratique, cela revient à une exigence d'avoir une majorité populaire de au moins 55% en pratique. Par contre, il n'y a pas de quorum de participation requis, contrairement par exemple en Italie où lors du référendum abrogatif, il faut une participation de 50% des électeurs au moins. Alors, ce que nous avons observé, c'est qu'il y a eu une prolifération. Il y a une prolifération de ces référendums obligatoires à double majorité. Pourquoi ? Eh bien, parce que le développement des tâches étatiques, par exemple dans le domaine de la politique sociale, ce développement a nécessité une intervention accrue du pouvoir fédéral. En Suisse, cette intervention fédérale n'est possible qu'à condition de disposer de compétences constitutionnelles, mais comme dans la Constitution, les compétences décisionnelles relèvent a priori des cantons, ça c'est une particularité du fédéralisme suisse, eh bien, toute nouvelle compétence fédérale requiert une modification de la Constitution. Alors, certains estiment que la prolifération donc, de ces votes à double majorité a conduit en Suisse à une sorte de trivialisation des révisions constitutionnelles, alors même que ces votes à double majorité, dans l'esprit originel du constituant en 1848, devaient être des moments extraordinaires dans les processus de décision. Il faut savoir que la Constitution fédérale suisse a été révisée partiellement presque 200 fois depuis 1848, et il y a eu même une accélération parce que les 2/3 des votes ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Néanmoins, on a observé ces dernières années, depuis une bonne dizaine d'années, une raréfaction de ces révisions constitutionnelles. Il n'y a pas vraiment d'études expliquant cela. L'hypothèse que je fais, c'est que la vie politique suisse est devenue très fortement polarisée, donc les acteurs politiques n'arrivent plus à s'entendre pour proposer des révisions constitutionnelles. Alors pour vous donner quelques exemples, j'ai choisi les plus récents de révisions constitutionnelles. En 2010, il y a eu un article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain.
qui a été accepté par le peuple et les cantons. Et plus récemment, il y a un peu moins d'une année, il y a eu un arrêté fédéral sur la politique familiale. Alors l'arrêté fédéral sur la politique familiale, lui, a passé le cap de la majorité populaire, mais pas celle de la majorité des cantons, pas le cap de la majorité des cantons, et par conséquent, il a été rejeté. Alors je disais que la Constitution de 1848 prévoyait donc ce référendum à double majorité obligatoire pour sa propre révision. Pour le reste, ça restait une Constitution largement représentative. Les adjonctions de démocratie référendaire dans le système politique suisse sont ultérieures. Elles datent de la deuxième moitié du XIXe siècle et en quelque sorte elles viennent du bas, c'est-à-dire qu'elles ont été réalisées sous la pression de mouvements populaires à laquelle les gouvernants de l'époque ont cédé. Après aussi que certains cantons aient fait des expériences jugées positives avec de nouveaux instruments référendaires. Alors ces instruments ont été très clairement conçus dans le système politique suisse comme des outils à disposition de l'opposition. Néanmoins, nous verrons qu'ils ont conduit, c'est un de ces effets indirects importants, en fin de compte à l'intégration des opposants et au partage du pouvoir avec eux. Certains disent que ce sont en quelque sorte, en Suisse, des équivalents fonctionnels de phénomènes comme les manifestations ou les grèves. Les opposants recourent plutôt au référendum au lieu de recourir à ces autres formes d'action, ce qui, du coup, modère leur répertoire d'action, le rend plus conventionnel. Alors, le premier de ces instruments, c'est le référendum facultatif. Il date de 1874. Ce référendum est possible pour toute loi fédérale, à condition que 50 000 signatures aient été collectées au maximum 100 jours après la publication de cette loi. Le référendum peut aussi être lancé par 8 cantons. C'est plus rare. Comme nous ne sommes pas ici au niveau constitutionnel, mais au niveau législatif, seule la majorité du peuple, c'est-à-dire des votants, est requise. Et si la majorité des votants se prononce contre la loi, elle n'entre pas en vigueur. Donc c'est en quelque sorte un référendum préventif qui prévient l'entrée en vigueur d'une loi. Ce n'est pas un référendum abrogatif comme en Italie qui vise à abroger une loi existante. Depuis 2003, ça fait partie de ce développement de la démocratie référendaire dans le domaine de la politique internationale. Le référendum facultatif est aussi possible à propos des traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée, ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale et qui entraînent une unification multilatérale du droit. Alors, j'ai mis quelques exemples de projets de loi qui ont été contestés par référendum, mais qui ont été acceptés. Alors, vous avez par exemple, vous voyez, c'est assez divers, l'adhésion de la Suisse aux accords de Schengen et Dublin, la loi sur le partenariat enregistré, une révision de la loi sur le travail contestée par la gauche, la loi sur l'assurance invalidité et celle sur la réforme de l'imposition des entreprises, la loi sur les stupéfiants, l'extension des accords bilatéraux de la Suisse avec les nouveaux pays membres de l'Union européenne, Bulgarie et Roumanie, la révision de la loi sur l'assurance chômage contestée par la gauche, de nouveau, la loi sur l'aménagement du territoire et des modifications urgentes de la loi sur l'asile. Ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne une idée et vous voyez que donc, il y a les lois qui sont contestées par référendum, donc à propos de chacune d'elles, il y a 50 000 signatures qui sont contestées, sont assez diverses. Quelques exemples de projets qui non seulement ont été contestés, mais ont été rejetés. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, donc c'était une loi visant à la révision du système de retraite. La loi sur le prix unique du livre, donc l'équivalent suisse bien ultérieur de la loi Langue en France, ou la loi fédérale sur l'assurance maladie prévoyant l'introduction de ce qu'on appelle le managed care, c'est-à-dire des réseaux de soins. Autre instrument, je vous ai dit au début de mon exposé qu'ils étaient distincts, l'initiative pour la révision partielle de la Constitution.
Cette initiative est un peu ultérieure, mais elle date toujours de la deuxième moitié du XIXe siècle, 1891. Là, il ne faut pas 50, mais 100 000 signatures qui doivent être collectées dans une période de 18 mois. Et comme on est au niveau constitutionnel, il faut la double majorité du peuple et des cantons est requise. Il n'y a pas de limitation matérielle au contenu de ces initiatives, si ce n'est qu'elles doivent respecter le principe d'unité de la matière, donc une même initiative ne peut pas traiter de 2 ou 3 sujets différents, et qu'elles doivent respecter les normes impératives du droit international. Ce qu'il faut aussi relever, c'est qu'en Suisse, nous n'avons pas sur le plan fédéral, c'est différent dans les cantons, nous n'avons pas sur le plan fédéral d'initiative législative pour proposer de nouvelles lois. Mais ce qu'on appelle les initiants qui aimeraient proposer une nouvelle loi contournent le problème, en réalité, en proposant une modification de la Constitution qui soit rend les dispositions législatives existantes anticonstitutionnelles et donc conduite à leur abrogation, soit la révision constitutionnelle impose d'édicter de nouvelles dispositions législatives. J'aimerais aussi relever que les initiatives populaires rencontrent des problèmes de concrétisation. Le texte des initiatives, s'agissant de principes de niveau constitutionnel, est souvent vague, donc il est sujet à des interprétations et réinterprétations, et surtout, la concrétisation des initiatives est confiée au gouvernement, à l'administration et au Parlement, qui en général sont hostiles à celles-ci, puisque ce sont des instruments d'opposition. La majorité parlementaire y est opposée, autrement, ça aurait été la majorité parlementaire qui aurait voté la disposition, il n'aurait pas fallu recourir au mécanisme de l'initiative. Un autre problème croissant lors de la concrétisation des initiatives, est en lien avec ce que l'on peut appeler l'internationalisation de la politique. Récemment, la conformité de certaines initiatives à des accords internationaux que la Suisse a signés, comme la Convention européenne des droits de l'homme, est remise en cause. On l'a vu à propos d'une initiative sur l'expulsion des étrangers criminels, on l'a vu à propos d'une initiative contre la construction des minarets, on vient de le voir à propos des traités bilatéraux avec l'Union européenne, avec l'initiative récente contre l'immigration de masse. Donc les partisans des initiatives s'insurgent contre cette concrétisation, on va dire, édulcorée des initiatives, et récemment, l'Union démocratique du Centre, qui est une formation nationale populiste et qui est le plus grand parti de Suisse, et qui est à l'origine de plusieurs de ces initiatives, elle a lancé ce qu'elle appelle l'initiative de mise en œuvre, c'est-à-dire une initiative visant en quelque sorte à lier les mains du gouvernement et du Parlement pour s'assurer que la concrétisation de l'initiative est fidèle à son esprit, aux intentions des initiants. Il y a d'ailleurs, de l'autre côté, un débat actuel sur l'éventualité d'introduire un contrôle préventif des initiatives, notamment quant au respect de normes internationales. Mais tout récemment, le gouvernement et le Parlement viennent de décider de ne rien entreprendre à ce sujet. Un autre élément qui est important par rapport aux initiatives, c'est qu'une initiative, on peut la retirer une fois qu'elle a abouti, que les 100 000 signatures ont été récoltées, etc. Eh bien, ces promoteurs peuvent la retirer. Quand est-ce qu'ils la retirent? Eh bien, ils la retirent notamment parce que les autorités peuvent répondre à une initiative par un contre-projet, ce qu'on appelle un contre-projet. Ce contre-projet peut être dit formel, c'est-à-dire il est de niveau constitutionnel, il vise aussi à modifier la Constitution, en général en reprenant une partie des demandes de l'initiative, et donc ce contre-projet formel requiert aussi une double majorité, un vote obligatoire et une double majorité du peuple et des cantons, mais
le contre-projet peut aussi être ce qu'on appelle un contre-projet informel, c'est-à-dire une révision législative. S'agissant d'une révision de niveau législatif, un vote populaire n'a lieu que si le référendum est demandé, référendum facultatif. Eh bien, si les initiants et les autorités s'entendent, dans ce cas-là, ça permet de faire l'économie d'un vote. Alors, je vous ai mis de nouveau sur le PowerPoint, là c'est quasi exhaustif, une liste des initiatives populaires qui ont été acceptées ces dernières années. Une initiative pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine émanant du mouvement La Marche Blanche, des initiatives de ce parti national populiste, l'Union démocratique du centre, plutôt xénophobe, contre la construction de minarets, pour le renvoi des étrangers criminels, tout récemment contre l'immigration de masse, mais aussi une initiative, je dirais, plutôt de gauche écologiste contre le bétonnage et pour la protection de l'environnement, avec le titre assez amusant « Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires », ou bien une autre initiative qui a été lancée par un patron un peu marginal, mais qui a été soutenue par la gauche, contre les rémunérations abusives, notamment des patrons des grandes entreprises, visant à instaurer un contrôle plus poussé de l'actionnariat sur les hauts salaires. Ça, c'est les initiatives qui ont été acceptées récemment. Il y en a eu beaucoup qui ont été rejetées, et je crois que cette liste montre aussi la diversité. On est dans des sociétés de plus en plus complexes et fragmentées, donc avec des groupes qui ont chacun ses demandes spécifiques. Alors certains des titres de ces initiatives, certains diraient que ça paraît un peu futile. Les critiques de la démocratie référendaire en Suisse parlent d'une futilisation des instruments référendaires. Alors une initiative contre le bruit des avions de combat à réaction dans les zones touristiques, mais aussi une initiative de nouveau de l'UDC qui se plaint que le gouvernement fait de la propagande, au fond, contre ces projets lors des campagnes référendaires. Aussi une initiative des milieux nationalistes pour dénaturalisation démocratique, mais aussi une initiative de la gauche pour rendre l'âge de la retraite flexible, une initiative des milieux libéraux de droite sur le droit de recours des organisations, c'est plutôt contre le droit de recours des organisations en matière de projets qui ont un impact sur l'environnement. Le titre est assez éloquent d'ailleurs, on parle d'assez d'obstructionnisme. Une autre initiative venant de milieux pacifistes et de gauche pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre produit par l'industrie militaire suisse. Une initiative de gauche pour davantage de semaines de vacances. Une autre des milieux nationalistes pour contrôler davantage de contrôle populaire sur les accords internationaux. Aussi pour l'élection du gouvernement par le peuple. Le gouvernement en Suisse, le Conseil fédéral, est élu par le Parlement. Donc les milieux populistes considèrent qu'il y a là des distorsions et que ces distorsions seraient moindres si le gouvernement était élu directement par le peuple. Une initiative pour la protection contre le tabagisme passif, c'est toute la question de la fumée dans les lieux publics. Une initiative de nouveau des milieux de la gauche et pacifistes pour l'abrogation du service militaire obligatoire. En Suisse, il y a toujours le système de la conscription. Et tout récemment aussi, on a voté le même jour que pour l'initiative sur l'immigration dite de masse, une initiative visant, je sais qu'il y a eu des débats en France aussi, à ce que l'interruption volontaire de grossesse ne soit plus financée par le système d'assurance maladie, avec le titre « C'est une affaire privée ». Donc vous voyez, grande diversité des sujets, toutes ces initiatives ont été néanmoins rejetées par le peuple et les cantons. Venons-en maintenant, si vous voulez bien, aux effets de ces instruments, notamment sur les processus de décision. Alors ces effets, il y a évidemment les effets directs. Lorsqu'une initiative ou un référendum est accepté, nous verrons tout de suite que ce n'est pas nécessairement les plus importants.
Donc moi j'insiste sur ce que j'appelle les effets indirects de la démocratie directe en Suisse, et le principal effet, c'est que l'existence de ces mécanismes pousse les acteurs politiques à négocier entre eux. Notamment, regardons ce qui se passe lorsque le référendum est obligatoire. Donc lorsque le référendum est obligatoire, révision de la Constitution notamment, on ne peut pas l'éviter. Cette contrainte pousse à la négociation entre les partis, les cantons aussi, lorsqu'il s'agit de réforme du fédéralisme, pour arriver à des projets de révision constitutionnelle dont les autorités peuvent raisonnablement attendre qu'ils obtiennent la fameuse double majorité du peuple et des cantons. Et des études ont montré que dans ces cas-là, une majorité de plus des 2/3 est nécessaire au Parlement. Dans la première chambre du Parlement, le Conseil national, qui est un peu l'équivalent de l'Assemblée nationale, eh bien, il faut une majorité de plus des 2/3 au Conseil national pour faire que les chances de succès du référendum obligatoire soient supérieures au risque d'échec. Donc vous voyez comment la présence, en quelque sorte, du référendum en fin de parcours décisionnel contraint les élites politiques à négocier. Il faut dire que ces référendums sont très largement acceptés par le peuple et les cantons. Environ les 3/4 sont acceptés. Parfois, ils portent aussi sur des sujets plutôt secondaires et qui ne sont pas controversés, mais il faut quand même qu'il y ait un vote, puisqu'il s'agit de modifications de niveau constitutionnel. Ça fait partie donc de ce que certains appellent la trivialisation du référendum obligatoire. Le référendum facultatif au niveau législatif, cette fois. Techniquement, l'existence de ce référendum, de ce droit de référendum, c'est un frein. C'est un frein aux réformes, ça représente un frein aux réformes. C'est une arme en quelque sorte de veto pro statu quo. Par exemple, l'existence du référendum facultatif a retardé dans un premier temps le développement de l'État social. Le développement de l'État social en Suisse est relativement tardif, mais de l'autre côté, la présence du référendum, plus récemment, elle a empêché des mesures de retranchement de l'État social. Donc vous voyez, l'effet pro statu quo est technique, ne dépend pas vraiment de la coloration idéologique des révisions projetées. Alors, les effets du référendum facultatif sont aussi des effets indirects. Il faut savoir que moins de 10% des lois fédérales qui pourraient être contestées par référendum le sont réellement. Moins de 10% des lois qui pourraient être contestées par référendum le sont, ce qui a fait dire à un éminent constitutionnaliste suisse, Jean-François Aubert, il y a quelques années, que, j'essaierai de vous expliquer cela, d'après Aubert, les référendums les plus efficaces sont ceux qui n'ont pas eu lieu. Sont ceux qui n'ont pas eu. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, parce que, compte tenu de la menace du référendum, on intègre en partie dans les projets de révision législative les doléances, les revendications des opposants. Cela a fait écrire il y a quelques années un politologue suisse-allemand, Leonhard Neidhardt. Neidhardt est arrivé au constat suivant, qu'en Suisse, la démocratie directe se serait en bonne partie transformée en démocratie de négociation. Démocratie de négociation sous la pression de l'épée de Damoclès du référendum facultatif, donc à l'ombre du référendum. Donc chez Neidhardt, dans la thèse de Neidhardt, il y a une sorte de déterminisme institutionnel. L'existence de l'institution du référendum pousse les acteurs politiques à se mettre d'accord entre eux. J'ai moi-même, dans ce livre qu'a eu la gentillesse d'évoquer Pierre Rosanvallon tout à l'heure,
fait une comparaison entre la Suisse, la Californie et l'Italie, et je suis arrivé à la conclusion que si on abandonne ce point de vue de Neidhardt, qui est un peu trop helvétocentré, eh bien, il n'y a pas de déterminisme institutionnel. L'existence de mécanismes de démocratie directe ne conduit pas nécessairement à la négociation. Donc, on n'a pas un phénomène de type stimulus-réponse. Néanmoins, c'est bien le cas en Suisse, et je dirais que il y a en Suisse, les procédures de décision sont devenues plus inclusives, plus englobantes, pour, en quelque sorte, prévenir le référendum, remédier aux risques référendaires. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'en Suisse, d'un côté, on idéalise la démocratie directe. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le patriotisme constitutionnel, mais on essaye aussi de tout faire pour l'éviter parce que ça peut poser des problèmes de gouvernabilité. Eh bien, il y a, je dirais, principalement trois démarches qui relèvent de ces tactiques de négociation. La première, c'est que progressivement, on a intégré les principales forces politiques au gouvernement fédéral. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, ça a été un processus long et conflictuel, mais sur le plan fédéral en Suisse, les plus grands partis politiques sont représentés au gouvernement, avec l'espoir que leur présence au gouvernement va, au fond, réduire les incitations qu'ils auraient à recourir au référendum contre les projets de loi soutenus par le gouvernement. Depuis une bonne vingtaine d'années, ça ne marche que très modérément, parce que les deux plus grands partis suisses, les deux partis les plus forts sur le plan électoral, l'Union démocratique du centre que j'évoquais tout à l'heure à droite, mais aussi le Parti socialiste à gauche, même s'ils font partie du gouvernement, n'hésitent pas à lancer très fréquemment des référendums contre les révisions législatives soutenues par le gouvernement. Il y a eu des travaux qui ont montré que dans les dernières législatures, pratiquement jamais le gouvernement n'était soutenu par tous les partis qui y sont représentés lorsqu'ils proposaient des révisions législatives. Deuxième élément, c'est la prise en compte des points de vue des acteurs que l'on qualifie d'acteurs à capacité référendaire. Donc, c'est les acteurs dont les pouvoirs publics pensent qu'ils sont capables de lancer un référendum et de le gagner. Eh bien, la prise en compte de leur point de vue, notamment dans ce qu'on appelle la phase pré-parlementaire des processus décisionnels, la phase dite de consultation. Donc, on consulte ces acteurs et on tient compte de leur avis. En quelque sorte, en Suisse, il y a depuis longtemps, ce n'est pas un phénomène récent, de la gouvernance, c'est-à-dire de la coproduction des politiques publiques avec les milieux intéressés, avec les milieux qui sont censés subir les conséquences de ces politiques publiques. Il y a une sorte de négociation ex ante pour éviter l'échec ex post en référendum de la décision parlementaire. Quant au Parlement lui-même, au sein du Parlement, ce que l'on observe, c'est la formation de larges coalitions législatives. Je l'évoquais tout à l'heure à propos du référendum obligatoire. Pour se prémunir contre le risque référendaire, de facto, il faut une majorité qualifiée au Parlement. Des travaux ont montré que plus le soutien à une loi est large dans la première chambre, au Conseil national, plus le risque de contestation par référendum est faible. Donc il y a une corrélation. Du coup, c'est important de le signaler, j'y reviendrai tout à l'heure, le côté binaire des procédures référendaires, majorité, minorité, oui, non, ce par rapport à tel ou tel projet, eh bien, ce côté binaire est tempéré et relativisé, puisque les décisions sont de fait prises, en tout cas dans les instances de la démocratie représentative, par des majorités élargies. Est-ce que ça marche ? Je vous disais que ça ne marche qu'en partie. Tout d'abord, c'est rationnel d'essayer d'éviter le référendum.
les travaux de mon collègue Pascal Charini, professeur de politique suisse à l'Université de Genève. Pascal Charini a montré que si un référendum facultatif aboutit et qu'il y a donc un vote populaire, seuls 55% des projets de loi sont acceptés. Au fond, 1 sur 2, c'est pas beau. Donc c'est rationnel d'essayer d'éviter le référendum. Néanmoins, il n'y a pas de garantie de succès de ces tactiques de prévention du référendum. Pascal Charini a aussi montré qu'il a notamment recouru à des entretiens auprès de responsables de l'administration et d'experts. Il a pu montrer que les actes législatifs qui étaient considérés comme le plus conflictuels au début du processus décisionnel sont restés très conflictuels tout au long du processus décisionnel, qu'il y ait eu une consultation élargie ou pas des milieux intéressés. Dans certains cas même, Charini a pu montrer que l'existence d'une large consultation a plutôt contribué à augmenter le niveau de conflit, puisque les acteurs qui sont intervenus dans ce processus de consultation chacun a abattu ses cartes et on s'est rendu compte qu'il y avait davantage de conflits que ce qu'on ne pensait au départ. Donc, ce que l'on dit en Suisse, c'est qu'il y a une sorte de rapport coût-bénéfice du développement de ces procédures de négociation qui n'est pas optimal. En Suisse, le recours à ces larges consultations, tout d'abord, il rallonge les processus décisionnels. En moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose la moyenne, mais en moyenne, une procédure législative en Suisse prend 5 ans. Vous devez vous dire que 5 ans, c'est davantage qu'une législature. 5 ans. Et un autre résultat, c'est que les réformes sont édulcorées parce qu'il faut trouver des majorités larges. Tout ceci pour un bénéfice incertain, puisqu'il n'est pas dit qu'on arrive à réduire le conflit. En effet, alors que l'on essaie d'anticiper ce qui va se passer en phase référendaire, en intégrant notamment les opposants, ça reste difficile d'anticiper le résultat du vote référendaire. Pourquoi ? C'est difficile de neutraliser le conflit référendaire par des compromis législatifs, principalement pour 2 raisons. La première, c'est que, une fois qu'un projet de loi a été voté par le Parlement, qu'il est contesté en référendum, il peut y avoir une sorte de redistribution des cartes. Ce qui arrive souvent, c'est que des partis politiques qui ont soutenu le projet de loi au Parlement, ils voient le vent tourner, et donc ils changent de position et combattent le projet qu'ils ont soutenu en référendum. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politologique anglo-saxon le Bandwagon effect, c'est-à-dire le fait de s'accrocher au wagon de queue pour suivre les mouvements de l'opinion publique. La deuxième raison, donc là, ça tient à un changement de comportement des partis politiques, principalement, ou des grands groupes d'intérêt. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que, quand même, en référendum, c'est le citoyen ordinaire qui vote. Alors, même si ces citoyens sont proches d'un parti politique, ils ne suivent pas nécessairement les recommandations de vote de ces partis. Et en Suisse comme ailleurs, il y a de moins en moins de personnes qui s'identifient à des partis politiques. Ils font aussi modérément confiance au point de vue des groupes d'intérêt. Donc, tout ceci conduit à une relative indépendance des logiques mises en œuvre en cas de référendum. Ça a des conséquences. Nous avons vu que le référendum est rarement demandé à propos d'une loi, moins de 10% des cas. Néanmoins, lorsque le référendum est demandé, c'est intéressant de voir, c'est de nouveau les travaux de Charini, eh bien c'est intéressant de voir que si la loi en question contestée par référendum est soutenue par une majorité de 60% des membres de la première chambre du Parlement, le Conseil national, on n'a pas de données aussi précises pour la deuxième chambre,
la probabilité que le peuple dise oui est de 50%. Ce n'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Mais c'est encore plus intéressant de voir que même si le Conseil national est pratiquement unanime, cette probabilité augmente un tout petit peu, elle passe à 60%, mais il n'y a pas de garantie que le peuple dise oui, même si le Conseil national est pratiquement unanime. Voilà pour les effets indirects du référendum. Les effets indirects de l'initiative populaire, donc le deuxième mécanisme d'initiative de citoyens. Alors j'ai dit tout à l'heure que le référendum facultatif est un frein. Par contre, l'initiative populaire est un accélérateur de réformes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle permet de mettre à l'ordre du jour politique des réformes auxquelles s'oppose la majorité des acteurs politiques, ou bien de mettre à l'ordre du jour politique des enjeux qui ne paraissent pas prioritaires aux acteurs politiques, comme par exemple le bruit des avions de combat. Donc, en quelque sorte, l'initiative permet de court-circuiter les filtres que représentent les partis et les groupes d'intérêt établis pour mettre à l'agenda des questions politiques. Vous l'aurez compris, c'est donc aussi à l'origine un instrument aux mains des minorités. Nous avons vu qu'elle peut être retirée, comme elle peut être retirée, tout comme le référendum facultatif, c'est aussi un instrument de négociation. Il faut signaler que peu d'initiatives populaires ont été acceptées par le peuple et les cantons. Très peu. Une initiative sur 10 environ. Ce n'est pas beaucoup. Par contre, c'est difficile d'évaluer les effets indirects des initiatives sur la législation, mais un travail récent en allemand de Gabriela Rohner a tenté de le faire, et l'auteur est arrivé à la conclusion qu'environ la moitié des initiatives populaires lancées ont eu des effets, ont généré des réformes produites par le système politique. J'aimerais vous donner un exemple qui est assez frappant. À la fin des années 1980, il y a eu un vote sur la base d'une initiative populaire provenant des milieux pacifistes, pas sur l'abolition du service militaire obligatoire, comme tout récemment, mais purement et simplement proposant la suppression de l'armée. La suppression de l'armée. Alors, on les a un peu raillés, et on s'attendait à ce que cette initiative récolte 8 à 10% des voix, et elle a obtenu plus de 30% des voix. Alors, elle a été refusée, mais bien entendu, ça a été un coup de tonnerre pour les autorités politiques, et elle a initié toute une série de réformes importantes de l'institution militaire. Donc les initiatives populaires, tout comme le référendum facultatif, ont des effets indirects. Cette fois-ci, c'est des effets indirects d'accélération des réformes. J'aimerais néanmoins ajouter les éléments suivants. Très probablement, nous sommes dans une phase où le mécanisme de l'initiative populaire est en train de changer de fonction. En Suisse, comme ailleurs, on a une médiatisation croissante de la vie politique. Plus que par le passé, il y a en Suisse une concurrence plus forte entre partis politiques. Les élections sont plus indécises, etc. Alors, la conséquence de ces phénomènes conjoints, donc de concurrence partisane accrue et médiatisation accrue, eh bien, c'est que désormais, même des partis établis lancent des initiatives. Ils n'auraient pas besoin d'en lancer, ils sont majoritaires au Parlement. Ils lancent néanmoins des initiatives sur l'immigration, sur la fiscalité. Alors, la fiscalité, c'est un peu le domaine de la droite libérale. La famille, c'est le domaine du Parti démocrate chrétien. La politique sociale, c'est le domaine de la gauche. Récemment même, pour voir où peut pousser cette logique, récemment même, le Parti socialiste a fait une consultation en ligne
c'est-à-dire qu'il a mis en ligne un certain nombre de projets d'initiative, et puis on pouvait voter en ligne sur lesquels on préférait, lesquels on souhaiterait qu'ils donnent lieu à une récolte de signatures par le Parti socialiste. Voyez là le couplage avec la démocratie représentative. Les partis politiques lancent de plus en plus d'initiatives pour se profiler électoralement, pour se profiler auprès d'électorats. Ça, c'est le premier changement, le changement de fonction de l'initiative partielle. Deuxième changement, il y a une augmentation constante des initiatives populaires depuis les années 1970. On a voté sur les 2/3 d'entre elles depuis les années 1970, alors que, je l'ai dit tout à l'heure, l'instrument de l'initiative existe depuis la fin du XIXe siècle. Donc il y a une prolifération des initiatives. Vous l'avez vu un petit peu dans le menu de tout à l'heure, des sujets très variés. Mais non seulement il y a prolifération des initiatives populaires, mais elles rencontrent un succès croissant. Ce n'est plus vrai, qu'il n'y a qu'une initiative sur 10 qui est acceptée par le peuple et les cantons. Davantage d'initiatives ont été acceptées ces 2 dernières décennies, et on en a vu quelques exemples tout à l'heure. Les initiatives qui sont lancées par les milieux nationaux populistes, notamment soutenues par l'UDC, eh bien, la majorité de ces initiatives, 5 sur 9, ont été acceptées par le peuple et le canton. Alors, ce changement des effets du mécanisme de l'initiative, le fait qu'elle est utilisée plus fréquemment, que tout le monde l'utilise, qu'elle soit davantage acceptée, tout ceci évidemment perturbe. Tout ceci perturbe, et notamment le Parlement. Le Parlement s'offusque, considère que les initiatives populaires bouleversent son activité législative, son travail politique. Donc les parlementaires ont tendance à considérer les initiatives populaires comme une sorte de bruit déplaisant par rapport à leur activité. On se plaint que ce dispositif génère des problèmes importants de gouvernabilité, je reviendrai là-dessus. Mais de l'autre côté, on peut bien se dire que c'est cela la fonction des instruments d'opposition. Si on les a mis en place, c'est bien pour le cas d'initiative, pour court-circuiter les filtres que représentent les élus. Donc vous avez vu, on a vu donc les effets sur les processus de décision. Je serai plus bref, aussi parce qu'il y a moins de travaux empiriques sur la question, sur les effets des instruments référendaires sur le contenu des décisions politiques, sur en quelque sorte leur coloration idéologique. Alors nous avons vu tout à l'heure que la présence du référendum tempère les grands mouvements de réforme. J'aimerais vous donner un exemple, c'est à partir d'un travail considéré classique dans l'analyse comparée des politiques publiques de Hélène Immergut, intitulé Health Politics. Hélène Immergut compare les réformes dans le domaine des politiques de santé tout au long du XXe siècle, en France, en Suisse et en Suède. En France, d'ailleurs, elle compare ces réformes pendant la 4e et pendant la 5e République, et elle arrive à la conclusion intéressante que sous la 4e, il y avait pas mal de blocages par rapport à ces réformes, notamment à travers le Parlement, qui pouvait en quelque sorte bloquer ces réformes face à des gouvernements relativement faibles, alors que le passage à la 5e République et l'affaiblissement consécutif du rôle du Parlement a eu un effet techniquement positif, on va dire, sur les réformes. Alors Immergut contrôle toute une série de facteurs. Elle s'est demandé qu'est-ce qui fait qu'il y a plus ou moins de réformes dans le domaine de la politique de la santé dans ces pays. Est-ce que c'est parce que dans certains pays, on pourrait penser à la Suède,
le gouvernement est plus réformiste? Est-ce que c'est parce que le rapport de force est plus favorable aux réformes dans un pays que dans un autre? Immergut arrive à la conclusion qu'il n'en est rien, que ce qui compte, c'est l'existence de mécanismes de veto par rapport aux réformes. Et en Suisse notamment, elle arrive à montrer très bien que le mécanisme qui a joué contre les réformes, la Suisse est le pays qui a le moins réformé son système de santé, eh bien si c'est le cas, si la Suisse n'a pas fait beaucoup de réformes, c'est à cause de la présence du référendum facultatif qui a été agité, brandi comme une menace par les opposants, ce qui a dissuadé les promoteurs de réformes d'aller de l'avant. Je disais aussi que l'initiative est un accélérateur, par contre, du processus de décision. Mais là, comme je vous le disais, les effets indirects sont moins étudiés, moins faciles à étudier, ils existent. Et puis, sans doute, faudrait-il tenir compte des changements plus récents, le fait que de plus en plus les initiatives déploient des effets directs lorsqu'elles sont acceptées par le peuple et les cantons, et que vous avez de l'autre côté ce que j'appelle moi des initiatives de profilage qui sont lancées à des fins symboliques par des acteurs établis qui n'en auraient pas besoin. Ça, c'est pour, si vous voulez, un petit peu les conséquences générales sur le contenu des décisions. J'aimerais maintenant aborder une problématique particulière. Quels effets ont les mécanismes référendaires sur le statut des minorités? Donc le mécanisme référendaire, les instruments référendaires, c'est très clairement des mécanismes majoritaires. On vote pour ou contre un projet et la minorité qui est défaite doit accepter la défaite et n'a pas de voie de recours, si ce n'est peut-être revenir à la charge quelques années plus tard. Donc on peut imaginer que la démocratie référendaire est un mécanisme qui a des effets négatifs sur les minorités. En même temps, en Suisse, c'est assez intéressant parce que le paradoxe, c'est que ce mécanisme majoritaire fait partie intégrante d'un système qui est plutôt un système de négociation, de compromis. On parle de démocratie de concordance. Et on a même vu tout à l'heure que la démocratie référendaire pousse même à la concordance, à la négociation, précisément pour l'éviter. Alors, quels sont les effets concrets de l'existence des mécanismes référendaires sur les minorités en Suisse? D'abord, c'est un rappel. Le risque de référendum pousse à la négociation et au compromis. Donc, il y a des effets indirects d'intégration des différents intérêts et points de vue. Et ces effets indirects relativisent fortement les effets majoritaires directs d'un vote référendaire lorsqu'il a lieu. Et dans certains cas, il a rarement lieu, puisqu'on a vu que, par exemple, pour les révisions législatives, il y en a moins d'1 sur 10 qui est contestée. En cas de référendum obligatoire, qui prévoit, je vous le rappelle, la double majorité, en cas de référendum obligatoire, l'effet majoritaire est aussi tempéré par l'exigence de cette double majorité. Pourquoi? Parce que la double majorité revient à la surreprésentation des petits cantons qui ont le même poids dans le calcul de la majorité des cantons que les grands cantons. Le canton d'Uri, un petit canton de Suisse centrale alémanique, le canton d'Uri a le même poids pour le calcul de la double majorité que le canton de Zurich, alors que la population du canton d'Uri est 34 fois inférieure à la population du canton de Zurich. Donc,
en tant qu'avec la double majorité, en tant qu'électeur dans le canton d'Uri, vous avez 34 fois plus de poids que si vous êtes zurichois. Il y a des mécanismes analogues dans d'autres systèmes fédéraux ou quasi-fédéraux. Pensez au fait que dans l'Union européenne, dans le cas de la règle, cette fois-ci, d'unanimité, qui, il est vrai, est de moins en moins appliquée, eh bien, dans la règle de l'unanimité, des petits pays comme Chypre, Malte ou Luxembourg ont un pouvoir de blocage, même si des décisions sont soutenues par les grands pays membres de l'Union européenne. Alors, ce mécanisme est un mécanisme de protection des petits cantons qui a des origines historiques précises. Je pourrais peut-être les développer tout à l'heure, mais faute de temps, je ne le fais pas maintenant. Il a une conséquence, c'est que ce mécanisme de protection des petits cantons génère un biais pro-statu quo. Pourquoi il génère un biais pro-statu quo? Parce que la population des petits cantons est conservatrice. Elle s'oppose en général aux réformes. Donc les minorités protégées avec ce dispositif sont les minorités qui sont concentrées sur le plan territorial au sein des petits cantons. Par contre, il existe en Suisse d'autres minorités qui ne sont pas concentrées territorialement, pour lesquelles il n'y a pas de dispositif institutionnel de protection, pas de garde-fous sur lesquels on peut se demander s'il n'y a pas un risque de tyrannie de la majorité qui peut s'exercer à travers les mécanismes référendaires. Alors là, il y a une étude intéressante. C'est une étude de deux politologues bernois, Adrian Vater, professeur de politique suisse à l'Université de Berne, et Denis Danacci, un de ses collaborateurs, qui ont analysé 193 votes concernant des minorités sur le plan fédéral et cantonal cette fois, de 1960 à 2007. Alors, il y a deux conclusions qui sont les plus intéressantes pour moi. La première, c'est que les décisions par voie référendaire, donc lorsque c'est le peuple qui a voté, ont été moins favorables aux minorités que les décisions prises par le Parlement, notamment dans les situations où le Parlement a voulu étendre les droits des minorités. Lorsque le Parlement a voulu étendre les droits des minorités, le peuple s'y est opposé. Par contre, si les minorités avaient obtenu dans le passé des droits, eh bien, la démocratie directe n'a pas conduit à ce que ces droits soient réduits ou supprimés. Deuxième conclusion, c'est que pas toutes les minorités subissent l'effet négatif de la décision majoritaire. Les minorités qui sont le plus vulnérables par rapport au vote majoritaire en démocratie directe sont celles pour lesquelles on peut assez clairement comprendre que la majorité n'éprouve pas de fort sentiment d'identification ou d'empathie, en quelque sorte des outgroups stigmatisés. Ça a été les minorités religieuses, dans le passé la minorité catholique et la minorité juive, actuellement la minorité musulmane, pensez à l'initiative contre la construction de minarets, ça a été, et ça l'est encore, les étrangers. Par contre, il y a d'autres minorités sur lesquelles l'existence de ces procédures majoritaires ne génère pas des effets négatifs. Les minorités nationales linguistiques en Suisse, donc la minorité latine, francophone, italophone, les personnes avec un handicap ou les homosexuels. Plus généralement maintenant, en ce qui concerne donc en quelque sorte les résultats en termes de politique publique de l'existence de ces mécanismes. Alors comme je vous le disais au début de mon intervention, les instruments référendaires sont inégalement développés entre cantons et même entre communes parfois au sein d'un même canton. Ça a l'avantage pour l'analyse politique que cela permet de comparer les politiques publiques qui sont mises en place en fonction du degré de développement des instruments référendaires. Alors ça a été fait notamment par des économistes qui ont évidemment contrôlé l'impact d'autres variables qui pourraient intervenir. Et par rapport à ces résultats, il faut aussi se dire que, bon, on observe des corrélations, il n'y a pas nécessairement de causalité, mais ces corrélations sont assez intéressantes.
Alors ces économistes ont observé que plus les droits populaires sont développés, entre cantons notamment, plus on a une société civile forte, avec le développement d'un fort tissu associatif, plus le niveau d'information politique des citoyens est élevé, et plus élevée aussi est la proportion de personnes qui sont satisfaites avec le fonctionnement de la démocratie. Ça rappelle ce qu'on a vu tout au début de l'exposé sur le patriotisme constitutionnel. Plus les occasions de participation sont nombreuses, plus les décisions politiques correspondent aux préférences de l'électeur médian. Il y a ce que les anglo-saxons appellent davantage de responsiveness aux préférences de l'électeur médian. Il y a un effet positif, c'est que la présence de ces instruments dissuade les gouvernants de servir des clientèles étroites, des groupes d'intérêt bien organisés qui feraient du lobbying et qui seraient influents. Il y a un effet négatif, c'est que, je reviendrai là-dessus, eh bien, les personnes qui votent appartiennent davantage aux catégories supérieures, donc il y a une sorte un risque de biais de classe dans l'adéquation avec le vote de l'électeur médian, qui n'est pas nécessairement le citoyen médian. Quelques éléments supplémentaires. Plus les droits populaires sont développés, il s'agit toujours, je vous le rappelle, de comparaison intercantonale, plus la prospérité économique est forte, donc on observe des taux de croissance élevés et un niveau de chômage bas. Il y a davantage de discipline fiscale, plus les occasions de participation par référendum sont nombreuses. Rappelez-vous que dans certains cantons, il y a l'institution du référendum financier, moins les revenus et les dépenses publiques sont élevés. Un effet probablement accessoire, c'est celui de probablement davantage de morale fiscale. Les économistes ont observé que là où il y avait davantage d'instruments référendaires, il y avait moins de pratiques de soustraction fiscale, encore que c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. Mais aussi, ce que l'on a aussi observé, c'est que là où il y avait beaucoup d'instruments référendaires, il y avait moins de politiques redistributives, moins de redistribution et moins de politiques favorables à l'environnement. Donc vous voyez un tableau assez contrasté. Permettez-moi maintenant de conclure. Conclure en espérant partager avec vous ce point de vue réaliste sur le rôle des instruments référendaires en Suisse. Alors d'abord, je crois qu'il faut souligner que la présence de ces instruments référendaires donne largement le ton de la vie politique en Suisse. En Suisse, nous votons sur des enjeux 3 à 4 fois par année, y compris au niveau, pas seulement fédéral, mais aussi cantonal et communal. Cette vie politique est vibrante, peut-être on le voit moins de l'étranger. De l'étranger, on a un peu l'impression que c'est morne et ennuyeux. Non, je crois que c'est une vie politique vibrante. On a vu que cela contribue à un niveau d'information relativement élevé des citoyens. Un exemple, il apparaît dans des enquêtes comparatives, Eurobaromètre notamment, que les Suisses sont assez bien informés comparativement sur l'intégration européenne, alors même que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Et il en est probablement ainsi parce que la Suisse est le pays sur lequel il y a eu le plus de votes populaires sur l'intégration européenne, donc sur le positionnement de la Suisse par rapport à l'intégration européenne, alors même que la Suisse a choisi de ne pas faire partie de l'Union européenne. Il y a des phases plus sombres. Je l'évoquais tout à l'heure, la participation au vote référendaire est sélective. Et elle est plus sélective qu'aux élections. Pourquoi? C'est assez facile à comprendre. Eh bien, parce qu'il est plus facile de se prononcer sur des personnes, sur des candidats à des sièges de députés, que de se prononcer sur des enjeux parfois complexes. Cette sélectivité
de la participation a deux dimensions. D'abord, la participation est occasionnelle. Les études montrent que les électeurs suisses participent à la carte. Il y a peu de votants réguliers. La plupart des votants sont des votants occasionnels et ce qui les pousse à aller voter, c'est la connaissance qu'ils ont de l'enjeu. Plus ils connaissent bien l'enjeu, ils estiment bien connaître l'enjeu sur lequel on vote, plus leur propension à aller voter sera élevée. Et on a observé aussi qu'ils utilisent parfois des raccourcis cognitifs pour s'informer sur un enjeu, par exemple, regarder la position des organisations qui leur sont proches. Deuxième élément de sélectivité de la participation, ce qu'on peut appeler, je l'évoquais tout à l'heure, la stratification de la participation. Il y a une sorte d'autocensure de ceux qui, par contre, s'estiment incompétents. Donc, très clairement, le niveau de formation impacte sur la décision de participer au vote. Les personnes qui ont un niveau de formation bas s'estiment peu autorisées à participer. C'est le cas aussi aux élections, mais l'impact est moins puissant. Donc, ce que l'on observe, c'est que même lorsqu'il y a des mécanismes de démocratie dite directe, il y a de la délégation. Il y a en quelque sorte de la délégation vers ceux qui s'estiment suffisamment compétents ou vers des minorités actives qui se sentent fortement concernés par rapport à des enjeux qui les touchent de près, et dans ce cas-là, ils vont voter. Lorsqu'un projet touche la politique agricole, vous pouvez vous imaginer qu'il n'y en a plus énormément, mais la quasi-totalité des agriculteurs iront voter. Et cela, pour moi, fait partie des promesses non tenues de la démocratie directe. Vous connaissez peut-être le terme qu'a utilisé Norberto Bobbio dans son livre sur le futur de la démocratie, où il parlait de promesses non tenues de la démocratie en général. Eh bien, je crois qu'il y a des promesses non tenues spécifiques aux mécanismes référendaires. Notamment, ces mécanismes référendaires conservent des composantes peu démocratiques. Et je crois que cela nous amène à les désidéaliser. Une autre raison qui peut nous amener à les désidéaliser, c'est lorsqu'on voit que les élites politiques, pas seulement politiques, les élites économiques, etc., mais enfin les élites sont très actives dans les campagnes par rapport aux mécanismes référendaires et dans les campagnes référendaires. Notamment Hans-Peter Krisi, dans un ouvrage en 2005 intitulé Direct Democratic Choice, a dit que même dans les campagnes référendaires, les élites sont le prime mover, ceux qui sont à l'origine de la formation des opinions. Ça ne veut pas dire que la démocratie référendaire est colonisée par les élites. Certains pensent que les citoyens en démocratie référendaire sont manipulables, il y a de la démagogie, de la manipulation. Je crois qu'on ne peut pas adhérer à cette thèse. Un exemple que je peux vous donner, on a beaucoup critiqué la monétarisation des campagnes référendaires, avec l'idée que celui qui met le plus d'argent dans une campagne référendaire finit par gagner. C'est une critique qui est très présente aux États-Unis. On a testé cet argument en Suisse. Krisi a testé cet argument en Suisse et il est arrivé à des conclusions assez nuancées. Permettez-moi de vous en dire deux mots. Tout d'abord, ceci ne joue que dans les cas relativement rares où l'issue du vote est incertaine. Dans ces cas-là, s'il y a une initiative populaire, les opposants à l'initiative, ceux qui sont pour le statu quo, peuvent gagner s'ils mettent plus d'argent que ceux qui proposent l'initiative. Dans ce cas-là, ils peuvent gagner. Je dis ils peuvent
ils ne gagnent pas toujours. Hein. J'ai évoqué récemment le cas récent de l'initiative dite Minder sur les hauts salaires. Vous pensez bien que les milieux économiques, les grandes associations d'intérêt ont mis beaucoup d'argent dans cette campagne contre l'initiative visant au contrôle de l'actionnariat sur les hauts salaires. Ils ont perdu. Et puis, comme il y a en général dans les attitudes politiques une sorte de biais pro-statu quo, les électeurs ont souvent peur du changement, mais c'est encore plus rare. Si dans une initiative, c'est les initiants qui sont plus riches que ceux qui s'opposent à l'initiative, là, ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent, on n'a pas gain de cause. Creasy conclut qu'il est plus facile d'acheter un non qu'un oui à une initiative, mais même l'achat de ce non ne donne pas de garantie. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que, bien sûr, les élites tentent en quelque sorte de piloter l'usage de la démocratie référendaire. Ils tentent de la piloter d'abord en essayant de l'éviter, avec les tactiques de négociation préventive que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, s'ils n'y arrivent pas, ou si ce n'est pas possible parce que le référendum est obligatoire, ils essayent d'autres moyens. Les mots d'ordre, les recommandations de vote, l'argent injecté dans les campagnes, comme je viens de le dire. Mais l'impact de tout cela est relatif. Il y a une part d'incertitude qui n'est pas maîtrisée, je l'évoquais tout à l'heure à propos du référendum. Donc, il y a très clairement un déficit d'apprivoisement de la démocratie directe par les gouvernants et les élites. Ce déficit d'apprivoisement au niveau du fonctionnement du système politique a quelques conséquences. Et c'est avec ces conséquences que j'aimerais conclure. La première conséquence, c'est que probablement cela complique la gouvernabilité. Je rappelais tout à l'heure que les parlementaires se plaignent du fait que leur travail est constamment parasité par des initiatives qu'ils doivent traiter. La gouvernabilité est compliquée. Les Suisses viennent de voter favorablement à cette initiative de l'UDC sur l'immigration de masse. Il faut renégocier avec Bruxelles et les 28 États membres de l'Union européenne. Ce n'est pas simple. Certes, complication pour la gouvernabilité, mais à mon avis, ce n'est pas étonnant. La raison d'être de l'existence des mécanismes référendaires, au moment de leur mise en place, ça a été d'avoir un rôle oppositionnel de contre-pouvoir. Donc je crois qu'il est inutile de s'en plaindre. Avec les votes référendaires, on a en quelque sorte une déprofessionnalisation de la décision politique. Cela peut avoir des conséquences négatives sur la qualité de ces décisions. Alors c'est très difficile de s'entendre, il y a des controverses là-dessus, c'est très difficile de s'entendre sur ce qu'est une bonne décision politique entre guillemets. Alors moi je reprends ici les critères qui sont ceux de deux sociologues juristes allemands, Hoffe et Preuss, qui disent qu'au fond, une décision politique doit être fact regarding, c'est-à-dire tenir compte de la contrainte des faits. On dit aujourd'hui, si les Suisses avaient su que voter oui le 9 février sur l'initiative de l'UDC aurait tellement compliqué les relations avec l'Union européenne, ils auraient voté non. Bon. Donc, une décision doit être fact regarding. Elle doit être future regarding, c'est-à-dire tenir compte des effets à long terme, des effets sur l'environnement, des effets sur les générations futures, etc. Et elle doit aussi être other regarding, tenir compte d'éléments de solidarité. On a vu par exemple que les votes référendaires pouvaient être négatifs pour les minorités pour lesquelles la majorité n'éprouvait pas de sentiment d'identification. Il est possible que les décisions prises par ce biais-là, de manière déprofessionnalisée, soient des décisions qui ne satisfont pas pleinement à ces critères. C'est le prix à payer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est le prix à payer. Il y a une sorte de dilemme, de trade-off avec l'exigence de participation.
Donc en fin de compte, je dirais qu'il faudrait avoir une vision nuancée du rôle des instruments référendaires quant au rapport entre gouvernants et gouvernés en Suisse. Tout d'abord, soumettre les décisions politiques au référendum peut conduire à leur délégitimation. Il y a toute une campagne référendaire pendant laquelle toute une série d'opposants s'acharnent contre la décision. Mais par contre, si l'obstacle du référendum est surmonté, si le référendum est maîtrisé, les décisions politiques bénéficient d'un surcroît, d'une valeur ajoutée de légitimité. En plus, non seulement les décisions individuelles sont plus légitimes, mais on observe des phénomènes de spillover, de diffusion de la légitimité. On l'a vu au début de mon intervention, que l'existence des mécanismes référendaires conduit à une meilleure identification avec le système politique dans son ensemble. Meilleure identification parce que le système politique est perçu comme ouvert à la participation et à l'influence des assujettis sur les décisions qui les concernent. Les citoyens en Suisse, je crois, apprécient la plus forte congruence de préférence entre producteurs et assujettis aux politiques publiques. Plus forte congruence, on l'a vu, que dans un système représentatif. On peut donc dire que les instruments référendaires servent de correctif démocratique. Et pour reprendre l'expression de Pierre Rosanvallon, pour ma part, je considère que ce sont des outils privilégiés de la contre-démocratie. Alors non seulement ce sont des outils privilégiés à mon sens de la contre-démocratie, mais ce que le cas suisse nous enseigne d'intéressant, je crois, c'est que la disponibilité de ces outils de contre-démocratie contribue in fine, en fin de compte, à la légitimation du système politique dans son ensemble aux yeux des gouvernés. Je vous remercie.